Bonjour, je m'appelle Cara Tanembaum. Je suis la conseillère ministérielle en santé et on est emballé d'avoir aujourd'hui avec nous la docteure Bonnie Henry. Vous la connaissez, vous l'aimez. Elle est chef de la santé publique en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion à bâton rompu, à savoir ce qui se passe en Colombie-Britannique, ce que la docteure Henry a appris. Docteur Henry, qu'est-ce qui explique le succès que vous avez connu en Colombie-Britannique à lutter contre le coronavirus? Je vais commencer par vous dire combien je suis heureuse de vous adresser la parole cet après-midi. Je tiens à vous dire que je vous parle à partir des territoires traditionnels non cédés de Victoria. Alors, je suis reconnaissante de pouvoir faire ce que j'en fais sur ces terres qui sont fort belles. Alors, oui, c'est la question du jour. Vous savez, nous avons une excellente équipe en Colombie-Britannique et nous sommes à partager notre expérience. Avoir un système d'avertissement précoce est fort utile. Euh, Étant moi-même très au courant de ce qui pourrait se produire pour avoir connu le SRAS à Toronto, eh bien voilà autant de choses qui expliquent les succès que nous avons eus. Bien sûr, nous avons pris certaines mesures. Comme tout le monde, on regardait le tracé épidémique aller en hausse et euh, on s'en inquiétait. Mais en partie, ça se résume à une question de timing, oui, absolument, à savoir quelles mesures prendre, quand, et la chance y est pour quelque chose aussi, je m'empresse d'ajouter. Et on aime bien dire que plus on travaille fort, plus on... c'est ce que dit euh, Yogi Berra. Il n'y a pas de chance dans la vie. Ça tient à de nombreux facteurs qui coïncident lorsque les astres sont alignés. Alors, nous étions dans une situation où nous avions une situation où nous avons pu intervenir et je dois vous dire que je ne saurais sous-estimer l'importance d'avoir, en tout cas à mon avis, les politiciens prêts à écouter ce que j'avais à dire. Ça me demandait un certain temps et un certain effort, mais je peux vous dire que le ministre de la Santé et le premier ministre, eh bien, j'ai pu leur dire, voici ce qu'il nous faut faire, et ils ont bien voulu écouter ce que nous avions à leur recommander. Je dois dire, bon, c'est avoir une agence centrale où on a des gens compétents. Eh bien, nous avons pu monter un laboratoire à des fins de tests très rapidement, de façon très coordonnée. Voilà autant de pièces du casse-tête. Notre système de soins de santé était robuste aussi. Et bien sûr, on a pu adopter une démarche qui était coordonnée, constante. Et ça fait toute la différence. Mais je vous remercie de cela. Est-ce que je pourrais vous demander d'en dire un peu plus? Quand vous dites que vous avez un système centralisé, je sais que dans d'autres provinces, on reçoit déjà des questions d'ailleurs. La santé publique, c'est différent de ceux qui travaillent dans le secteur privé, le personnel soignant, etc. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous entendez par centraliser? Certainement. Nous avons les instances sanitaires. Il y en a 5 géographiques. Puis, on a aussi l'instance de santé provinciale qui chapeaute le tout. Puis, il y a le, euh, l'agence de santé publique chez nous aussi. Mais il y a aussi un rapport hiérarchique. Et oui, on est indépendant du ministère de la Santé, on est à l'extérieur du ministère, mais on est quand même
encadrés par le ministère, ce qui nous a permis de parler au grand public. On a aussi les instances sanitaires autochtones qui nous a été très utiles. Ces gens-là se sont impliqués d'entrée de jeu. En Ontario, il y a des unités qui sont assez disparates, voyez-vous. Je- il y a les centres hospitaliers qui ont leur propre syndicat. Alors, c'est une structure qui est assez complexe en Ontario. La santé publique relève des instances sanitaires, bon, avec ce que ça comporte d'avantages et d'inconvénients, mais on s'est dit qu'il nous fallait une approche provinciale, coordonnée, et c'était donc 8 intervenants. J'avais à parler au sous-ministre, et c'est tout. Et on a pu rassembler l'équipe, et ce, en très peu de temps. Je dois vous dire que notre sous-ministre, eh bien, nous avons pu avoir des conversations soutenues, à savoir ce que ça pouvait vouloir dire, tout ça. Alors, c'est, je pense, ce qui nous a été des plus utiles parce que dès le début, on a réalisé pour les établissements de soins de longue durée, qu'ils soient du secteur privé ou public, il fallait placer les gens là où on en avait besoin parce que ces gens-là sont bien payés pour faire ce qu'il y a à faire en temps normal. Alors, il y a eu des efforts de planification provinciale. Il a fallu prévoir les médicaments nécessaires, prévoir les équipements de protection individuelle. Il a fallu élaborer et adopter des lignes directrices. Et on a aussi parlé de stress post-traumatique. J'en sais quelque chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai connu le SRAS à Toronto. Je savais que ça pouvait être un phénomène corollaire. Il nous fallait donc avoir euh, une procédure éthique, à savoir quoi faire advenant qu'il nous faille faire des choix très, très difficiles. Euh, ainsi, sachant que nous serions peut-être appelés à faire ces décisions et que cela cause un stress moral terrible pour les décideurs. On s'est dit qu'il faut donc avoir un protocole, puis un autre protocole pour ce qui est des équipements de protection individuelle, question d'avoir les stocks voulus, comment s'en servir. Il nous fallait donc tous comprendre ce à quoi il fallait réfléchir pour ensuite agir. Et qu'en est-il aussi des gens qui sont sur des respirateurs? Ainsi, la prise de décision se fait à un niveau supérieur. C'est quand même incroyable de vous entendre nous expliquer tout cela. Et bien sûr, les choses semblent se tasser au Canada, ce qui nous donne un peu plus d'espace, mais nous sommes quand même très nerveux face à l'automne. Et qu'en est-il de deuxième vague? Alors, quels sont les enseignements que vous avez pu tirer, de bons enseignements et aussi les enseignements d'expériences plus malheureuses? Pas que je ne prétende que vous en ayez eu, mais enfin, quels sont les enseignements que vous pourriez partager avec les chercheurs et les autres provinces pour endiguer une deuxième vague d'éclosion, surtout pour ce qui est des établissements de soins de longue durée, parce que dans l'Est du pays, on a eu de nombreux problèmes avec les établissements de soins de longue durée. Eh bien, vous savez, on s'inquiète, c'est vrai, de cette deuxième vague. Eh bien, si on prend un peu de recul, la perfection n'est pas de ce monde, mais il faut quand même faire ce qu'il faut faire pour stopper la transmission sans pour autant avoir des incidences négatives. Mais en mars, alors que le tracé épidémiologique était à la hausse, il a fallu prendre des décisions. Est-ce qu'il faut faire trop ou pas assez? On a choisi de faire trop, pour ainsi dire. Ainsi, nous avons adopté un train de mesures euh, tout d'un coup. On a appris la leçon du Québec.
Les gens qui se sont rendus à l'étranger pendant le congé d'hiver et qui sont revenus au Québec, eh bien voilà, on sait ce qu'il en est advenu. Et on a aussi tiré des enseignements de l'État de Washington. Alors, on a fait tout ce qu'on a pu pour réduire les contacts entre les gens et si on envisage l'automne, nous savons, nous intuitons que ce virus sera encore des nôtres. Alors là, il faut trouver un juste équilibre. On ne veut pas revenir en arrière, vivre l'expérience du mois de mars. On sait combien c'est sérieux, on sait où ça se propage et comment ça se propage. Il faut essayer de gérer les éclosions lorsqu'il y en a et suivre la situation de très près pour tout changement éventuel. Il y a aussi maintenant une certaine preuve comme quoi l'éloignement physique fait toute une différence. Mais c'est extrêmement difficile parce que les êtres humains sont des êtres sociaux. Alors que l'on s'en va vers l'automne, je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague. Et si on est traumatisé, c'est parce que on a beau baisser la garde, comme c'était le cas à Toronto lors du SRAS, eh bien voilà, on s'est fait prendre. Il y a eu une deuxième vague. Alors, ça a été très, très dur, individuellement et collectivement. Alors, il faut trouver un bon équilibre d'ici l'automne et pendant l'automne en particulier. Alors, il nous faut avoir la capacité en laboratoire pour distinguer entre la grippe et le coronavirus. Les symptômes sont similaires et il faut pouvoir y voir clairement. Il nous faut donc une plus grande capacité laboratoire partout au pays et, et un roulement rapide. Il nous faut du dépistage, du traçage. C'est très important et il faut revenir au principe de confinement, mais le pratiquer, le confinement, qui soit fonction de là où il y a des problèmes en particulier. Et je pense que nous sommes tous traumatisés, nous, des soins de santé. Mais c'est vrai aussi pour les aînés. Les gens ont eu peur et c'est difficile de les calmer, de les apaiser. Et une fois que c'est fait, eh bien, il faut en arriver à un certain niveau où la société peut continuer de fonctionner, ainsi que le système de soins de santé. Merci de ces conseils des plus précieux. J'espère que ce sera prometteur pour l'automne. Et une dernière question pour vous avant que l'on passe aux questions, et les questions sont nombreuses. Pour ce qui est de Can COVID, quelles sont les données scientifiques les plus importantes, les décisions avec lesquelles vous êtes aux prises? Les avancées scientifiques pourraient peut-être faire une différence. Oui, absolument. Il y en a de nombreuses avancées. Je pense aux incidences psychosociales. On est à mener des études. Je pense qu'on a fait un sondage auprès de quelques 360 000 personnes en Colombie-Britannique pour mieux comprendre l'incidence de ce virus. Quelles sont les collectivités qui ont été touchées, pas seulement par la COVID-19, mais aussi les conséquences des mesures que nous avons adoptées? Puis, nous aimerions aussi savoir s'il y a eu des conséquences positives, l'idée de mettre l'accent sur le positif et réduire le négatif autant que possible. S'il y a une seule chose que, pour laquelle j'aimerais obtenir une réponse, c'est l'immunité. A-t-on de bons tests? Je sais qu'on a un groupe de travail sur l'immunité saisi de ces questions, mais voilà qui pourrait vraiment nous aider à venir en aide aux gens
selon leur contexte, de sorte à faire toute une différence. J'aimerais aussi avoir des tests diagnostiques qui sont exacts, fiables, que l'on peut faire euh, grâce en faisant, en piquant le doigt, par exemple. Et j'aimerais aussi, comment peut-on se servir de la modélisation pour mieux comprendre où l'on en est quant à la progression de la maladie, de sa propagation, pour mieux la comprendre? Voilà ce sur quoi on se penche dans l'ouest du pays. J'aimerais en savoir plus aussi sur l'efficacité des masques en tissu dans la communauté. L'OMS, aujourd'hui, a fait des recommandations sur les masques et j'aimerais bien saisir cette occasion pour mieux comprendre comment on peut se servir de ces masques en milieu hospitalier. Euh, je dois vous dire que en Colombie-Britannique, on a longuement débattu du mérite de la vaccination. Mais si on comprend qu'en portant un masque, on protège le patient et que le patient porte un masque pour nous protéger, nous, les soignants, eh bien, voilà des concepts très importants pour pouvoir passer à travers la saison de la grippe. Je dois vous dire que nous avons eu de nombreux défis, notamment la rubrique de la transmission, de l'angoisse, de la peur des prodigueurs de soins. Ça a beaucoup à voir avec ces masques N95 et ces respirateurs. Mais je pense qu'il faut maintenant passer à autre chose et réfléchir au système et comment le système peut nous protéger. Eh bien, voilà une longue liste au nom de tous les scientifiques qui vous écoutent. Eh bien, nous allons faire de notre mieux pour vous fournir les réponses dont vous avez besoin pour l'automne. Francophones qui veulent poser des questions en français, il me fera plaisir de les traduire. So I'm happy to translate any French questions that might be coming in. Je pourrai bien sûr traduire les questions qui m'arrivent en français. Une question de Sibylle. Qu'est-ce que l'Ontario peut faire pour en arriver à vous en Colombie-Britannique? On aime bien donner des conseils à qui de droit. Alors, si vous aviez des conseils à donner à l'Ontario, quels seraient-ils? Eh bien, je sympathise avec vous. J'ai de nombreux collègues et amis en Ontario, surtout dans le domaine de la santé publique. Les temps ont été difficiles. Nous avons tous eu droit à une pandémie qui est différente au pays. Donc, c'est difficile de comparer la situation d'une province à l'autre. Cela dit, je pense qu'il faut partager nos expériences. Nous avons un comité consultatif et ce comité se réunit régulièrement, maintenant 3 jours semaine. Vous savez, dès le début de la pandémie en Colombie-Britannique, on a eu une éclosion dans les établissements de soins de longue durée. On a pu en parler, nous, mais on n'a pas réussi à diffuser l'information. Je sais qu'il y a eu des défis en santé publique et notamment en Ontario. Mais il faut vraiment réfléchir à la façon de colliger des données. On a juste trop de systèmes qui fonctionnent en silo. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure mise en commun de ces données. Puis, il nous faut une approche coordonnée qui nous permette de nous appuyer les uns les autres, sans égard la province d'appartenance. C'est un défi pour nous tous, je l'avoue. Mais on se dit qu'il faudrait peut-être l'envisager pour l'automne. S'il y a quelqu'un qui tombe malade dans le nord, eh bien, je le saurai et je pourrai intervenir. Il y a aussi des régions où il y a eu de nombreux cas en bien peu de temps. Alors, comment équilibrer tout ça? Je sais qu'au Québec, eh bien, ça a été difficile. À certains endroits, les gens sont
en particulier, les gens sont malades. Merci de ces conseils. Et maintenant, de Sonia Johnson. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus pour venir aux personnes qui sont toxicomanes? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'incidence de la COVID-19. Vous savez, en Colombie-Britannique, on a un système double. C'est ce qui demande beaucoup de montant. Nous avons donc profité de l'occasion pour faire quelques petites choses. On a commencé par élaborer des lignes directrices pour ce qui est d'offrir des sources plus sûres pour les toxicomanes. On a pu leur offrir de l'hydroforphine et même pour ceux qui sont alcooliques, on a pu leur venir en aide. Nous savons qu'il y a deux groupes de gens en Colombie-Britannique, des gens qui risquent d'avoir des effets néfastes de la crise et qui risquent des surdoses. Et il y a aussi la toxicité de nos médicaments qui est allée en hausse. On l'a vu notamment en mars et en avril. Quelques 17 personnes ont perdu la vie par suite de surdoses en Colombie-Britannique. On n'a pas vu des chiffres aussi élevés depuis des années. Donc, il y a la toxicité, dis-je, de l'approvisionnement en drogue. Le fait aussi que ça, très souvent, c'est des gens qui sont sans abri. Et pour essayer de résumer le tout, il faut premièrement offrir un logement sûr aux gens. On a un plan de match ici en Colombie-Britannique. On surveille aussi ces gens qui utilisent des drogues. On essaie de gérer le système des refuges. On essaie de voir comment on pourrait venir en aide à nos banques alimentaires, parce que la sécurité alimentaire, c'est important, ça aussi. Il nous faut un plan et ce que nous avons élaboré, c'est un groupe de travail, de travail social pour les sans-abri. Et puis, il y a aussi des toxicomanes. Et vous savez, c'est cyclique, hein? Pour ceux qui ont fait l'objet d'accusations aux criminels, eh bien, l'utilisation, l'usage de drogue est d'autant plus grande. Et il y a des gens qui meurent à domicile. Ça, c'est donc le deuxième. Il y a ceux qui sont sans abri, qui utilisent des drogues, mais il y a aussi ceux qui se réfugient à domicile et qui sont seuls. Et il faut donc leur venir en aide à ces gens-là. Et il y a la stigmatisation qui entoure tout ça. Ce sont de sérieux problèmes, en effet. Les deux questions suivantes, je crois, sont des questions de déontologie. Sibylle et Nora, qui se demandent si votre cadre déontologique pour l'équipement de protection individuelle, s'il est disponible publiquement. Il semblerait que l'Ontario a préparé un document sur le triage. Qu'en est-il des personnes qui ont un handicap? Dans quelle mesure ces gens-là peuvent-ils accéder à des respirateurs? Pourriez-vous nous dire si on peut accéder à vos lignes directrices? Oui, ces lignes directrices sont disponibles. Vous pouvez les obtenir sur le site web, sur mon site web ou sur le site web du gouvernement de la Colombie-Britannique. Il suffit de taper déontologie et on y aborde les principes éthiques qui sous-tendent le tout. La vie de chacun est importante et on ne va pas prendre des décisions en fonction d'un handicap ou de l'âge de quelqu'un pour ce qui est des critères de survie à court terme. Je dois vous dire que on a fait un examen approfondi de la déontologie entourant le tout et nous avons aussi fait un examen approfondi en matière de préoccupations juridiques. Merci de cette réponse.
Une I question know that d'Anne principles Finegood. calm, safe, kind would likely be better than a rules-based Comment system. avez-vous su qu'il fallait privilégier une approche euh, qui une approche qui et puis les gens m'ont souvent posé la question, eh bien, pour avoir travaillé au Pakistan, au Kurdistan, euh, il faut pas seulement s'en remettre aux règles, il faut se préoccuper de la personne. Si je pense à mon vécu, c'est ce qui m'a permis de façonner ma démarche personnelle. C'est ce qui m'a permis de comprendre que face à une maladie virale qui ne distingue pas selon les races, selon, eh bien, la seule façon de passer à travers, eh bien, de s'épauler les uns les autres. Vous savez, nous, dans les maritimes, on parle de la souffrance commune. Alors, vous savez, on ne connaît pas toujours le vécu de l'autre. Il faut donc faire preuve de compassion. Il ne faut pas s'en remettre aux apparences. Vous savez, dans un des premiers temps, là, les gens qui disent «Ah, c'est chinois». Non, non, non. Notre philosophie, notre démarche se voulait humaine et par chance, j'ai pu jouir des appuis publics. Ce que l'on a voulu, c'est faire preuve de compassion, de gentillesse, de compréhension. Vous savez, peu importe où nous trouvons dans ce monde, nous avons eu à faire face à la tempête, mais nous n'étions pas tous dans la même embarcation. Nous savons très bien que la nature humaine étant ce qu'elle est, si on dit aux gens ce qu'ils doivent faire et on leur explique pourquoi ils doivent faire, si on est transparent et si on donne aux gens les moyens de faire ce que l'on leur demande de faire, eh bien, la plupart des gens vont le faire. Par opposition à jouer la carte de la récrimination. Non, il faut éviter de punir les gens, d'être autoritaire. Ça ne va pas les chercher. Cette semaine, on m'a reproché de ne pas avoir on m'a reproché de ne pas m'être prononcée contre la violence policière. J'ai dit les gens devraient recevoir une amende parce qu'ils sont assis sur un banc dans le parc. Mais non, les gens ont besoin de sortir dehors, de s'oxygéner. Et il faut le faire pour votre communauté dans tout ce que vous faites. Pensez aux autres. Et je pense que la plupart des gens le font. Eh bien, nous sommes vos partisans. Il ne me reste 2 minutes, mais 5 questions. Je vais faire de mon mieux. Eh bien, là, c'est la preuve que je suis bavarde. On ne vous en veut pas du tout, docteur Henry. Si euh, on- l'éloignement social, eh bien, s'il n'est pas aussi restrictif, quelles seraient les données les plus importantes pour l'élaboration de politiques gouvernementales? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi. L'éloignement physique, alors qu'on est à rouvrir le pays, il nous faut quand même maintenir nos distances. Je pense que ça marche. Vous savez, le 2 mètres, c'est une bonne chose. Et c'est encore mieux si c'est à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais ce à quoi il faut s'attarder, ce sur quoi moi je concentre pour minimiser la transmission, c'est comprendre que chaque cas est indépendant. Combien de cas avons-nous identifiés dans notre communauté et qui ne sont pas responsables de transmission? Si on voit beaucoup de cas à différents endroits, c'est ce qui fait qu'on se retrouve en difficulté. Il faut donc procéder au traçage. Quiconque présente les symptômes doit s'empresser de subir un test pour qu'on puisse voir s'il y a un test, euh, un groupe de gens qui sont contaminés grâce au test. Voilà. On,
on voit très bien ce qui s'est produit dans les établissements de soins de longue durée et aussi dans nos pénitenciers avec les travailleurs temporaires étrangers. Une fois que tout ça est connu, eh bien, si on voit qu'il y a des éclosions au milieu de travail, eh bien, les 4 dernières éclosions en milieu de travail étaient attribuables à 2 personnes. Maintenant qu'on le sait, il faut dire aux gens, si vous allez au travail et que vous ne vous sentez pas bien, avant de rentrer à la maison, allez passer un test. Il nous faut donc identifier les gens. Il faut suivre tout cela de très près. Si on constate qu'il y a une transmission communautaire, eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et toujours marteler en tête le message de la distanciation physique. Merci de ce conseil. Quels sont les principaux risques pour les établissements de soins de longue durée qui n'ont pas encore été contaminés par le coronavirus? Eh bien, le principal risque ces jours-ci pour les établissements de soins de longue durée, je vous dirais, ce sont les visiteurs. Donc, il faut empêcher que le virus rentre dans ces établissements. Mais il faut quand même trouver un équilibre parce que les familles veulent voir les leurs et c'est une question aussi de santé mentale pour ceux qui s'y trouvent. Nous voulons tous fréquenter les nôtres, sauf qu'il faut le faire de manière sécuritaire. Il faut trouver des façons de le faire petit à petit. Vous savez très bien, sans doute que le Québec s'est attelé à la tâche il y a 3 semaines. Donc, c'est intéressant de voir que chacun y va à son rythme selon la province. Auriez-vous des recommandations pour le Québec et en particulier Montréal, qui est à l'épicentre de l'épidémie au Québec? Vous savez, c'est tellement difficile. Une fois qu'on en arrive là, une fois que la maladie se propage, bon, on sait maintenant qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques et qui ne le savent pas, qui forcément, eh bien, il faut essayer de les identifier, ces gens-là. Et que pensez-vous des essais cliniques pour le vaccin, pour ce qui est notamment des, de la question géographique et toute cette question de la géographie et des risques associés. Qu'en est-il des essais cliniques pour le vaccin? Les essais cliniques pour ce qui est des vaccins, je n'y ai pas vraiment réfléchi en fonction d'essais, mais plutôt en termes d'immunisation. Au sein du comité consultatif sur l'immunité, là, eh bien, on essaie de voir comment on peut faire avancer les choses. Pour ce qui est des essais, je n'y ai pas vraiment réfléchi, je ne vous le cache pas, mais on sait que qu'il y a une incidence qui est différente selon la population. On sait que la maladie se propage dans les habitations occupées par de multiples familles, par exemple. Alors, il faut distinguer entre les différents groupes. Il nous faut aussi travailler avec les Premières Nations. Il faut leur fournir toute l'aide dont elles ont besoin. Parce qu'on sait, l'histoire nous l'a appris, qu'elles ont été touchées, ces Premières Nations, plus durement par les pandémies au fil du temps. Je crois qu'on devrait offrir de faire dans les communautés autochtones, de faire ces essais auprès de certaines populations, par exemple les soignants. Et quelle a été votre approche pour sous-peser les avantages économiques par opposition aux avantages sur le plan de la santé? Oui, c'est tout un fardeau. Depuis le tout début, ce que j'ai bien voulu dire aux politiciens, une fois qu'une personne est morte,
on ne peut rien faire pour elles. Donc, il faut éviter la mort à tout prix. Donc, d'abord et avant tout, il nous faut prendre soin de notre système de soins de santé parce que si on pense qu'il s'est produit en Chine, en Italie, et si le système de soins est débordé, ce n'est pas seulement ceux qui sont positifs au coronavirus qui perdent la vie, c'est ceux qui tentent de les soigner. Alors, je ne vous le cache pas, c'est difficile. Je me sens tellement responsable, mais c'est le virus qui nuit à l'économie. Et nous, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est de notre mieux pour protéger nos systèmes qui préservent notre santé pour que nous puissions soigner les autres. Eh bien, l'auditoire tient à ce que je vous dis. Merci, Bonnie Henry. Les gens de la Colombie-Britannique sont très fiers de vous entendre aujourd'hui. Alors, je vais mettre fin à cette entrevue avec c'est Dominique Frigon qui, mardi, qui va nous parler des eaux usées et comment on pourrait s'en servir pour détecter le virus en communauté. Et ma question pour vous, ce sera, est-ce que la santé publique, est-ce qu'elle croit que c'est une bonne idée de faire des tests des eaux usées ou on sait que ça s'est fait ailleurs, par exemple en Allemagne, et comment veulent-nous procéder ici au Canada? Et si vous voulez en savoir davantage, eh bien, joignez-vous à nous mardi à 16 heures. Je vois que Mohamed est en ligne et Krista et d'autres. Oui, bien sûr qu'on y réfléchit à la question des eaux usées. Bon, ça nous permet peut-être de déterminer si le virus s'est propagé dans la communauté ou pas. Et pour les régions plus éloignées, on peut peut-être en savoir un peu plus grâce à pareil test. On envisage aussi pour les grands centres urbains. Est-ce que ça aide? Est-ce que si les eaux usées sont vraiment contaminées ou peu contaminées, est-ce que cela nous permet d'y voir un peu plus clair? On a eu une conversation là-dessus la semaine dernière et nous, de la santé publique, sommes emballés. Ça ne va pas nous aider au quotidien, là, hein, on s'entend, mais ça peut nous aider à mieux comprendre là où on en est, le sérieux de la situation. C'est donc une belle promesse, je vous dirais, dans le sens qu'on pourrait peut-être identifier ces communautés en difficulté. Je me permets le parallèle avec la polio qu'on a réussi à enrayer et qui est réapparue il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, on l'a retracé dans l'environnement et c'est grâce à cela qu'on a pu savoir dans quelle mesure ça posait un risque. Il y a d'autres questions encore, mais vous avez été très généreuse. Nous vous remercions et ce ne sont pas seulement les gens colombie-britanniques qui sont fiers de vous. Nous sommes tous fiers de vous partout au pays. Alors, peut-être qu'il faudra vous inviter de nouveau à l'automne pour voir comment vous avez réussi à éviter la deuxième vague de coronavirus. Merci beaucoup. Mais ce que nous avons fait comme Canadiens, c'est rassembler les grands talents pour pouvoir traverser la crise. Merci. Je pense que ce sera la toute première fin de semaine que vous aurez de congé depuis 160 jours. Profitez-en bien. Merci à tous et à toutes.